Bonjour tout le monde, on va parler des retraites aujourd'hui puisqu'on m'avait proposé ce sujet et que j'avais dit que je le ferais en janvier. Donc on va parler un petit peu des retraites et puis de cette réforme des retraites qui est en cours en ce moment, hein. Donc à l'heure où je te parle, elle serait en train d'être rédigée, elle sera au Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État c'est 5 sections, une section contentieux hein, qu'on voit en justice et quatre sections pour rédiger, conseiller le gouvernement. Mais on va parler d'abord des retraites, puis on parlera de cette réforme ensuite, donc qui est pas encore passée. Le pourquoi de cette réforme, qui a raison, comment, tranquillement. D'abord revenir au départ, toujours. Retraite, l'ancêtre des caisses de retraite en France. Devinez, devinez à quelle date on a vu une première caisse de retraite en France. Ben, c'est à l'initiative de Colbert en fait. En 1673, c'était la caisse des invalides de la Marine royale. Voilà. C'est marrant, hein. Le premier régime de retraite, c'était un régime spécial puisqu'il concernait juste une petite catégorie socio-professionnelle, les gens qui appartenaient à les invalides de la marine royale. Puis on a vu au fur et à mesure, en tout cas du côté de l'État, du côté du public, hein, l'État qui a toujours été omniprésent en France, soit par le biais de la monarchie, soit par le centralisme jacobin, que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc on a vu arriver différentes caisses, régimes, pour les employés d'État. On a vu arriver les pensions militaires en 1831. Je trouve que ça fait relativement tard d'ailleurs. Rassurez-vous, avant par exemple, pendant les guerres napoléoniennes, lorsque tu étais invalide, tu touchais une somme. Tu avais d'autres types de pensions. Mais enfin, bon, l'essentiel, si vous voulez te faire une retraite, si tu vivais assez vieux, c'était la bourse, hein, c'est marrant. Hein. C'était avoir une rente, trouver un moyen d'avoir une rente, c'est-à-dire une somme fixe qu'on te donne chaque année. Pension militaire, les pensions civiles des agents de l'État en 1953, là on a attendu très longtemps, hein. Pension sur les retraites de mineurs, pension des cheminots en 1909, c'est le fameux régime spécial de la SNCF. Retraite des ouvriers d'État en 1928. Voilà pourquoi on a des régimes spéciaux aujourd'hui. Ils ont une raison historique, autant symbolique et historique, hein, parce qu'à l'époque travailler dans le rail c'était compliqué, tu vivais pas très longtemps, hein, à respirer du charbon et à être dehors à chaque fois. C'est marrant, Zola aussi a écrit sur ça. Voilà, donc pour l'État en tout cas, les retraites sont apparues progressivement. C'est un sujet important, hein, vous allez voir, hein, ça a des implications. Pour le privé, on a dû attendre jusqu'à 1930 pour avoir un régime de retraite obligatoire. Lorsqu'on parle retraite, on parle d'un système de répartition. Et on va évoquer le système de capitalisation, parce que c'est la hantise. La hantise en France, hein, selon les pays, on a différents systèmes de retraite. La hantise, c'est de voir cette retraite basée sur une vision mutualiste, à savoir, je cotise à l'heure actuelle pour ceux qui sont déjà en retraite, je ne cotise pas pour moi, je m'ouvre des droits à la retraite, droits qui seront remplis par ceux qui cotiseront après moi. C'est basé sur la solidarité. Tu as d'autres systèmes, comme aux USA, où tout est basé sur l'initiative privée. C'est à toi de te faire une retraite. Alors il y a des boîtes qui proposent une retraite, une pension. L'État te propose toujours une pension, mais c'est à toi par le système de l'assurance vie, par le système de produits financiers, par le système de l'épargne, par le système de j'achète un immeuble, je le loue, ça me fera de l'argent pour la retraite. C'est à toi de prévoir ta retraite. En contrepartie, en France et dans les pays qui pratiquent ce que nous pratiquons, on a entre 20 et 25% de notre salaire. Alors le salaire que nous recevons, c'est le salaire direct. Mais le véritable salaire, le salaire réel, c'est le salaire direct, et c'est le salaire patronal, enfin c'est les charges patronales, les charges sociales qui sont données en plus. Ce salaire-là est repris à la source et distribué pour te faire une assurance vieillesse, une assurance maladie. L'assurance vieillesse, c'est la retraite pour tout un tas de choses. Mais le véritable salaire, il est là. Et il est ponctionné, le salaire réel est ponctionné de plus de 60% facilement. Les charges patronales, les charges sociales, c'est un peu plus d'un salaire. Et en contrepartie, on a ces retraites. On parle d'un système de retraite aussi. On ne parle pas d'une pension, on parle d'une vision sociale qui va se concrétiser notamment en 1945 avec les fameuses ordonnances du CNR et l'ordonnance du 19 octobre 1945 qui va prévoir, qui va organiser le système de retraite que nous connaissons actuellement, malgré toutes les réformes qu'il y a et malgré la réforme en cours. Cette réforme-là, elle est importante parce que c'est une refonte. C'est pas une réforme pour
jouer sur les taux, pour jouer sur trois quatre trucs, économiser de l'argent, même si c'est le but. Hein. C'est une refonte totale. On veut éliminer toutes les retraites pour n'en faire qu'une, une retraite universelle. Et vous allez voir que même là-dessus, ils ne savent pas y faire, puisque le terme universel pose problème. Bah ouais, c'est un régime universel de retraite et il y a déjà plein d'exceptions. Donc à quoi bon éliminer les exceptions précédentes? Et puis on va voir que le temps qui s'installe, il y aura deux fins du monde de passer. Donc dans le privé, il n'y a rien d'obligatoire. Je dis bien d'obligatoire. On n'a pas dit qu'il n'y avait rien d'existant. Pour les salariés jusqu'en 1930. Hein. Tous les mots sont importants là. Là, c'est comme si on faisait du droit. Privé, obligatoire, salarié. Donc il se peut que dans le privé, il y ait eu des régimes pour des non-salariés qui soient prévus de manière facultative, tu vois. Alors, on fait un peu d'histoire, hein, la retraite fonctionnaire, tu vois, la première caisse de retraite pour les fonctionnaires, cette fois, et non pas les salariés liés à l'État. Hein. Tu peux être salarié lié à l'État par le biais d'un marché, tu es fonctionnaire, c'est encore autre chose, c'est le statut par définition. C'est le statut de toute personne qui travaille pour l'État, en principe, hein, parce que maintenant c'est plus le cas. Première caisse de retraite en 1790, et en 1853, il y a une loi qui vient fixer l'âge légal de départ à la retraite, 1853. Il faut 60 ans et 30 ans de service. Hein, il faut une certaine date et il faut une certaine quotité. Les agents chargés des travaux pénibles peuvent partir à 55 ans avec 25 ans de service. Les régimes spéciaux, c'était aussi pour tenir compte de certains problèmes, de certaines difficultés liées à certains métiers. Ces difficultés ont disparu, les régimes sont restés. C'est ce que dit l'État, c'est ce que disent ceux qui sont pour une réforme des retraites, et c'est pas faux non plus. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc 1930, premier régime de retraite obligatoire pour salariés qui percevaient plus de 15 000 francs par an. Et il faut 30 ans de cotisation pour avoir une pension à taux plein. Là, encore une fois, chaque mot est important. Ça sous-entendrait qu'on pourrait avoir une pension à taux réduit, à taux partiel, et qu'on pourrait partir et la prendre. Ça sous-entend. On a une série d'ordonnances donc en 1945 qui installe tout un tas de choses, la sécurité sociale, le système social français. C'est le système que tentent de défaire surtout les partis de droite depuis ces 30 dernières années. Ils tentent de le défaire, la retraite, l'éducation, pour placer leurs copains du privé. Leurs copains du privé qui, bah oui, en France, quand tu regardes le gouvernement, écoutez, Elisabeth Borne, par exemple, c'est un autre ministre, elle travaille pour un lobby. On a des ministres qui travaillent pour des lobbies, qui oublient de le déclarer, des lobbies américains, des lobbies du privé. Alors à ton avis, ils vont travailler pour quoi? Si ce n'est pour faire rentrer leurs potes du privé. De le voir travailler pour des assurances privées, puis il s'occupe du rapport, il a fait le rapport qui permet ce projet de loi sur les retraites. Elisabeth Borne, il y a tout un tas. J'ai l'impression d'avoir un gouvernement algérien. Non, mais il est temps de se préoccuper des différents gouvernements français, parce que là, on a des gouvernements du tiers-monde. C'est des types, c'est quasiment... il a été installé là par le privé pour faire passer un truc. Il faut se rappeler qu'il y a encore des marchés que le privé n'a pas. L'éducation, les retraites en France, certains services qui demeurent encore aux mains du public, aux mains de régie, et le privé, pour eux, c'est les retraites, c'est un magot, l'éducation nationale, c'est un magot. C'est des milliards et des milliards. La retraite des Français, c'est une énorme masse d'argent. Cette masse d'argent intéresse les assureurs, les assureurs assurance vie, elle intéresse les banques, elle intéresse les fonds de pension, elle intéresse tout un tas de gens. Ces gens-là ont intérêt à ce que l'État amenuise la retraite classique, voire même la fasse disparaître. Alors c'est compliqué de faire disparaître le système social français, mais enfin, il est déjà en lambeaux par rapport à ce qu'il était. Donc la véritable question, c'est la crainte de voir un État composé de gens qui travaillent pour le privé, des traîtres, des fourbes. Hein, et je sais pas, tu travailles pour un lobby privé, comme de par hasard. Je sais pas, tu travailles pour le lobby privé de la pétanque, et comme de par hasard, tu es ministre des boules. T'es pas ministre des livres ou ministre des oiseaux, t'es ministre des boules. Non, mais je le dis comme ça de manière triviale, mais boule pétanque, hein, bien sûr. C'est quasiment, c'est même plus de la confusion, là, c'est de la fusion, absorption. Eh ouais. Ben là, tu as des milliards et des milliards qui intéressent beaucoup de gens. Donc si l'État réussit à amoindrir le système social français,
comme il fait d'habitude, comme il a fait pour EDF, comme il a fait pour le public, en laissant faire, en laissant se développer les problèmes, en créant des problèmes de manière plus ou moins subreptice, de manière cachée, pour ensuite dire oh regardez ça marche pas, comme pour ce qu'il a fait pour la Poste, comme ce qu'il a fait pour tout un tas d'entreprises. Regardez le public ça marche pas, c'est bizarre, ça marchait avant, maintenant d'un coup ça marche plus. Lorsqu'il y a la convoitise du privé. Et à partir de là, commencer à proposer la voie privée. C'est la crainte. C'est la crainte. Ici. On a la création d'un régime par répartition. À partir de 65 ans, tu peux prendre ta retraite. C'est ce régime. Voilà. On a un régime de base. On a ce qu'on appelle les régimes complémentaires. Je te la fais très simple. Et ensuite, on a l'initiative privée. Libre à toi, comme en Suisse, je crois qu'il y a le 3e pilier en Suisse. Libre à toi ensuite d'avoir une assurance vie, d'avoir des obligations, d'avoir des actions, d'acheter un immeuble. Voilà, il y a 3 étages à ce système. Système qui est couplé au système de l'assurance maladie et toutes les assurances. Le système de retraite français est à 3 niveaux. Donc les régimes de base qui sont basés sur la solidarité intergénérationnelle, c'est le principe de répartition. Donc les actifs qui cotisent pour payer les retraités actuels, et eux-mêmes seront financés, leur retraite sera financée par les suivants. Tu as quand même, là par contre, tu as le régime de base, tu as les régimes spéciaux, qui sont des régimes de base. Le régime de base est géré par des caisses, les régimes complémentaires sont gérés par d'autres caisses, et les retraites supplémentaires, c'est géré par celui que tu choisiras dans le privé. Et dans le régime de base, tu as le régime classique, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Tu as par exemple la MSA qui gère le régime pour les ouvriers agricoles. Tu as l'État qui a ses propres régimes, le service de pension de l'État pour les fonctionnaires, les magistrats, les militaires. La CNRACL qui gère la fonction publique territoriale et hospitalière. La FCPOEIE, voilà, bon bref, qui gère les ouvriers d'État. Tu as le RSI qui gère les artisans, les professions libérales. Le CBNF, le CNAVPL. Et tu as les régimes spéciaux, celui de la SNCF, celui de la RATP, je te mettrai en incrustation, celui d'EDF, GDF, celui de l'Opéra de Paris, Comédie Française. Eux, ils gèrent la retraite de base et la retraite complémentaire, par contre. Pour tous les autres régimes. Donc tu as un régime de base, un régime de retraite complémentaire et tu as ton initiative privée, ta retraite supplémentaire. Dans le régime de base, tu as des régimes, les différents régimes de base qui se gèrent seuls, et tu as les régimes spéciaux qui, eux, font base et complémentaire. J'espère que tu comprendras. Le deuxième niveau, donc, qui est obligatoire, c'est les régimes de retraite complémentaire. Toujours pareil, principe de répartition. Tu as dans le privé, et non pas dans l'État, ce que je viens de te dire, différentes caisses entre le régime base et le régime... Il faut savoir que ces caisses qui gèrent sont issues d'accords avec le patronat, d'accords avec les syndicats, et certaines caisses comme l'ARCO, la GIRC sont privées. C'est des caisses privées. C'est un peu comme l'assurance chômage avec l'UNEDIC, l'État. Voilà, c'est des accords entre 3 parties en général. Le régime de retraite complémentaire, donc, qui est alimenté par les cotisations sociales et patronales, dans le privé, c'est l'ARCO. Et si tu es 4, c'est l'ARCO plus la GIRC. Et ça concerne l'ensemble des salariés. Et la retraite supplémentaire, donc, que tu peux constituer. Et tout ceci donne une énorme masse d'argent, qui est la convoitise des financiers. Et il y a une lutte permanente en France, c'est un peu comme pour l'éducation entre le privé et le public. Aux USA, c'est réglé, c'est des fonds de pension. C'est des fonds de pension. C'est des grosses sociétés financières qui récupèrent tes retraites. Chaque boîte verse à un fonds de pension. Avec cette énorme masse d'argent, elle boursicote. Et toi, elle te verse des dividendes. Ça te fait ta retraite. Donc, ce sont des fonds de pension qui, d'un côté, privatisent la retraite. C'est-à-dire que si ça s'écroule en bourse, comme on l'a vu en 2008, comme on le voit régulièrement, tu perds ta retraite. Tu n'as pas de retraite. Elle n'est garantie par rien. Et ces fonds de pension, double effet qui se coule, imposent, là où elles achètent, quand elles achètent des actions d'une boîte, d'une entreprise, d'une société, elles imposent des rendements. On te parlait souvent à l'époque des retraités de Miami qui voulaient 20% de rendement. C'est-à-dire qu'une boîte ne doit pas seulement maintenant tourner, ne doit pas seulement faire des bénéfices, elle doit aussi avoir un rendement. 20% c'est énorme. Quand les actionnaires exigent un rendement, sinon
Ça implique quoi? Ça implique si ta boîte elle fait pas assez de bénéfices comme Michelin, j'ai bien dit pas assez de bénéfices, elle vire 3000 personnes pour économiser de l'argent, pour faire plus de bénéfices, pour payer ses fonds de pension. Tu vois les effets pervers de ces fonds de pension? La bourse, c'est toi, c'est moi. C'est pour ça que ceux qui critiquent le capitalisme, quelquefois, ne voient pas que c'est eux le capitalisme, font doucement sourire. Quand tu achètes de la crypto, tu boursicotes et tu spécules. Les fonds de pension, c'est pour s'assurer une retraite, mais c'est aussi un peu de la spéculation, puisque c'est le fonds de pension qui spécule pour les vieux. L'argument numéro un, il est très simple, c'est pourquoi vous voulez nous imposer des retraites privées? C'est parce que Madelin a essayé dans les années 90, avec son contrat Madelin, on a essayé de créer des fonds de capitalisation. Voilà, c'est le système qu'on veut nous imposer, c'est-à-dire le fonds de répartition, c'est je cotise, je sais pas pour qui je cotise, mais je cotise pour un ancien qui est à l'heure actuelle, qui est retraité là, qui joue à la pétanque. Je cotise pour lui, on vit dans une société civilisée, les gens d'âge mûr cotisent pour les anciens, et nous-mêmes, on cotisera pour nous, à condition qu'il y ait des générations qui arrivent. Et c'est ça aussi qui fait peur, et on va en parler, puisque la pyramide des âges s'inverse, il y a de moins en moins de gens qui travaillent pour de plus en plus de retraités. Donc à un moment donné, comment tu payes? C'est ce qui a amené toutes ces réformes. Le système de capitalisation, alors le système de répartition, c'est un système basé sur la solidarité. On cotise tous dans une grande caisse, puis cette grande caisse, elle sert en ce moment. Le système de capitalisation, il est simple, hein, c'est je cotise pour ma gueule. Si je cotise pas, j'ai rien. On me doit rien, je dois rien. Si je fais pas, ça se fait pas. Le système de capitalisation fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas cotiser, soit parce qu'ils ont des petits salaires, soit parce qu'ils seront imprévoyants, soit parce qu'ils ont eu des coups durs. Ce qui veut dire que dans la population, à une certaine classe d'âge, tu auras des nécessiteux qui n'auront pas de retraite. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ces gens-là vont se gréver sur les budgets sociaux de l'État. Donc les gens qui te disent ouais mais les gens n'ont qu'à se débrouiller comme aux USA, ils ont qu'à capitaliser. Mais s'ils capitalisent, il y a plein de gens qui ne peuvent pas capitaliser. Tu prends une somme de personnes, 1 million, 10 millions. Mathématiquement, on va parler mathématiquement, il y aura toujours des gens qui poseront problème, qui ne pourront pas capitaliser. Donc on va leur donner un RSA, un RMI, un SBIB, un SBOUB, un ce que tu veux, bref, à toi d'inventer le sigle. Et cet argent, il vient d'où? Eh bien, il viendra plus de là, il viendra d'ailleurs, il viendra des budgets sociaux. Donc les gens qui parlent de capitalisation et qui jouent la droite boursière et qui jouent le capitalo, il n'a pas compris que la capitalisation, voilà, c'est comme les gens qui veulent qu'on enlève la couverture universelle maladie, même au clandestin. Mais t'as pas compris que si le clandestin il a la peste, le typhus, le choléra, si tu le soignes pas vite fait, bien fait, dans le centre où il est, gratuitement, et ça coûte rien en vrai de le soigner, c'est pas ça qui coûte. Pas la CMU, l'AMF ou l'AME, là, je sais pas quoi, eh ben, il va contaminer ta population et ça te coûtera plus cher. Quand tu réfléchis, voilà, tu t'aperçois que il vaut mieux un système par capitalisation. Un, pour la solidarité intergénérationnelle, faut bien des symboles. Et deux, parce que c'est ce qui est de mieux pour une population gérée par un État. Et non pas pour des assureurs du privé ou des boîtes comme AXA qui veulent te fourguer leurs produits de merde. Parce que c'est des produits de merde. Tout est merdique dans leurs produits. Voilà. C'est je mets ma retraite au casino. C'est le surnom de la bourse. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Je veux dire, c'est pas un sujet qui est très complexe par rapport au sujet précédent. Juste retenir ça. La retraite, c'est un âge de départ, c'est une durée de cotisation. Si âge de retraite, âge de départ, ce qu'on appelle l'âge pivot, qui va être porté à 64 ans, là, et non plus à 62 ans, l'âge pivot, l'âge à partir duquel je peux partir. Alors, il y a des dérogations, les régimes spéciaux, tu as la RATP, le conducteur RATP, il peut partir à 55 ans à taux plein, et il faut une durée de cotisation. Et ensuite, on fait un calcul. C'était sur les 10 dernières années. Dans les régimes de base, par exemple, on calcule ta pension de retraite aussi en fonction de tes 25 dernières années. Ce qui veut dire que ta moyenne va baisser, ton salaire va baisser. Il y a encore peu, c'était sur tes 10 dernières années. Ben, dans certains régimes spéciaux, c'est sur ta dernière fiche de paye ou tes 6 derniers mois. Alors réfléchis bien, en général, plus tu avances dans le temps, mieux tu es payé. Donc en prenant sur ta dernière fiche de paye ou les 6 derniers mois, tu as plus de chances d'avoir une bonne paye que sur les 25 dernières années et on fait une moyenne. Où là, tu peux être sûr que ta paye a évolué. Donc, les retraites, c'est un problème de pyramide des âges inversés. En principe, une pyramide, tu visualises une pyramide. Une pyramide, je te mettrai en incrustation, une pyramide des âges. En principe, la base est plus large
que ce qui est au-dessus, et ainsi de suite. Ça donne la pyramide, c'est l'effet pyramidal. Le problème avec nos sociétés vieillissantes, c'est qu'on a de plus en plus une bosse au milieu de la pyramide, des baby boomers, les 50, 60, 70 ans, qui était une grosse classe d'âge, parce qu'il y avait beaucoup de naissances à l'époque, hein. Et en dessous d'eux, tu as une pyramide qui se réduit, dont la base se réduit. Ça donne moins d'actifs. Bah, c'est le problème des régimes spéciaux, c'est que tu as 1,1 million de pensionnés et tu as 500 000 actifs qui cotisent, si tu regroupes tous les régimes spéciaux. Alors que pour le régime général, tu as 18 millions d'actifs et tu as 15 millions de pensionnés, ce qui fait quasiment du 1 pour 1 aussi, là où il y a très longtemps on était à 3 personnes qui travaillaient pour un retraité. Ça pose aussi problème pour le financement. Eh ouais, parce qu'à la fin, on va avoir la pointe qui va être en bas et tu vas avoir un type qui travaille pour 66 millions de retraités. Non, ce n'est pas possible. Ça aussi, ça suppose soit que tu restes plus longtemps, soit que tu cotises beaucoup plus, soit le taux cotise beaucoup plus longtemps, soit que tu pars plus longtemps pour avoir un taux plein, soit tu cotises plus, soit tu élèves les taux de cotisation. Le premier régime spécial, officiellement, c'est en 1909, celui de la SNCF, qui perdure aujourd'hui, et la SNCF fait partie des grévistes, puisque depuis le 5 décembre, il y a un mouvement de grève. Elle ne veut pas voir son régime disparaître. Alors les régimes spéciaux, c'est les militaires, EDF, GDF, RATP, SNCF, Banque de France. Certains marins, par exemple, le plus petit régime spécial, c'est celui du port autonome de la ville de Strasbourg. Eh oui. Comédie Française, Opéra de Paris, on se demande pourquoi d'ailleurs, les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, les clercs de notaire, les agents ports autonomes, enfin certains ports, la retraite des mines, la retraite des agents des collectivités, etc. etc. C'est pas important, ce qu'il faut retenir c'est le principe. Et les problèmes. L'enjeu, répartition contre capitalisation, solidarité contre individualisme qui finalement fait payer la solidarité, et le pourquoi du comment. Encore une fois, il n'y a pas de bon et de méchant, je t'explique. Il y a un vrai problème, il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins de cotisants, de plus en plus de chômeurs qui ne cotisent pas, la pyramide des âges est inversée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme souci? Non, parce qu'il y en a un. Ben, les gens vieillissent, ne meurent plus comme avant à 65, 67 ans. Avant, ça, tu prenais ta retraite à 65 ans, à 70 ans, tu étais mort, tu avais été pensionné 5 ans, tu pouvais être sûr qu'il y avait un reste. Maintenant, les gens peuvent vivre très longtemps. Et ça vient aussi déséquilibrer tout ça. Ce qui fait que depuis très longtemps, on a des déficits, notamment dans les régimes spéciaux. Ces déficits posent problème. Est-ce qu'ils sont voulus ou pas? En tout cas, il y a des déficits et il faut régler ça. Donc, il y a eu différentes réformes qui ont été entreprises. Il y a eu différentes réformes. Il n'y en a pas eu qu'une. Balladur a tenté une réforme en 93 pour faire monter la durée de cotisation à 40 ans. Le calcul a commencé à se faire sur les 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures dernières années. En contrepartie, il a revalorisé les pensions. Enfin, non, pas en contrepartie. Les pensions étaient revalorisées sur l'indice des prix et non sur l'indice d'évolution des salaires. Si, ça fait une contrepartie si je réfléchis bien, puisque l'indice des prix a tendance à évoluer et à monter plus que celui des salaires. Donc à la limite, c'était une contrepartie. En 2003, Fillon a tenté une réforme. Il a réformé. Il a aligné le public sur le privé. Tout le monde a 40 ans. Il a créé un plan d'épargne de retraite populaire, un plan d'épargne pour la retraite collective. Il y a eu la réforme de 2010, avec un recul progressif de 60 à 62 ans, et un taux plein de 65 à 67 ans. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux partir en retraite à partir de 62 ans au lieu de 60 ans, mais tu n'auras pas un taux plein. Par contre, si tu pars et que tu veux le taux plein, il faudra attendre 67 ans au lieu de 65 ans. Donc voilà, on a repoussé de 2 ans l'âge de départ et l'âge pivot. En 2014, il y a eu une réforme de la gauche. Même la gauche y est mise. On a augmenté le nombre de trimestres pour un certain type de personnes. Pour ceux nés entre 58 et 72, il faudrait désormais, en plus des conditions que je viens de te citer, il faudrait 172 trimestres au lieu de 166 de cotisation pour partir en retraite à taux plein. Mais ça ne suffit pas. Il y a toujours un déficit.
En plus, certains systèmes comme le RSI qui a été installé en 2006, hein, qui est issu de l'ordonnance du 31 mars 2005, est un régime qui a scandaleux, qui a surtout appauvri beaucoup de commerçants, artisans, qui les a forcés à mettre la clé sous la porte. C'était un régime d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Ah, parce qu'il regroupe l'assurance maladie des industriels, des artisans, des commerçants, des libéraux et l'assurance vieillesse des artisans, commerçants et industriels. C'est un système qui, par exemple, n'a pas fait l'unanimité. Hollande a dû le réformer. Malgré les réformes, on s'aperçoit que ça ne va pas. Donc, on a demandé à Jean-Pierre Delevoye, qui a oublié qu'il avait plus de 13 mandats différents, hein, qui n'en a déclaré que 3, et qui en a oublié 10, ce qui fait qu'il a dû démissionner là, et puis le gouvernement le savait, donc le garant de la Constitution qui fixait ses règles, eh ben, a bafoué ses règles, hein, Macron a bafoué ses règles, il était au courant que Delevoye était un lobbyiste, hein, qui a travaillé pour des assurances privées, on cite BlackRock par exemple, le PDG de BlackRock vient d'être comment dire ça, vient d'être décoré, on vient de lui donner une médaille, on ne sait pas pourquoi. Donc pour trouver une solution, on s'est dit non mais il y a un problème, c'est les régimes spéciaux. Il faudrait une réforme de retraite qui concerne tout le monde, qui soit universelle, qui soit pratique, qui soit simple, que tout le monde ait les mêmes taux, etc. etc. Ce qui n'est pas faux. On a dit que les régimes spéciaux c'était de l'abus. Quand tu regardes vraiment un conducteur RATP qui part à 52 ans à la retraite parce que son métier est pénible, c'est pas le conducteur RATP des années 20. Pareil pour la SNCF. Les régimes spéciaux ne s'imposent pas. Non, mais je te le dis honnêtement. Il y a des régimes spéciaux qui donnent des avantages à des gens. C'est pour ça qu'ils sont en grève. C'est pour ça que les grèves du 5, du 10 décembre, par exemple, ont mobilisé des millions de gens. Il y a eu 200 000 personnes à Marseille qui a défilé. 200 000 personnes qui a défilé, gars. Quand c'était les gilets jaunes, ils étaient 2000. Là, il y en a, bon, multiplie. 100 fois plus. C'est vrai que les gens maintenant vieillissent, donc l'âge de la retraite, oui, il est normal de penser à le relever. Ou de penser à relever les cotisations. Mais comme les salaires sont bas, il vaut mieux relever la durée de cotisation. On est d'accord avec ça. Mais, parce qu'il y a un mais, parce que ceux qui manifestent ont aussi raison. D'ailleurs, j'ai envie de dire à ceux qui manifestent, c'est vous qui avez élu Macron. Hein. Donc, Macron a demandé en 2017 à Jean-Pierre Delevoye d'établir un rapport, de faire une étude. Hein. C'est aussi une manière de lui offrir un beau poste, avec un beau salaire. Si, c'est comme ça que ça se fait dans l'administration. J'ai travaillé 10 ans dans l'administration, c'est comme ça que ça marche. Hein. On te nomme quelque part, le poste paye pas de mine, mais en fait, tu as un putain de salaire, tu es tranquille, et pendant 2 ans, tu fais ce que tu veux, de toute façon. Ton rapport, c'est pas toi qui le fais. C'est une manière de te donner de l'argent de manière déguisée. Ça, c'est comme Luc Ferry, on a dit, ouais, mais il touche de l'argent de l'université, il donne pas des cours. Non, mais c'est pour payer quelque chose d'autre qu'on aurait payé sur un autre budget. C'est des pratiques, c'est pas illégal en vrai. C'est un cadeau, ça se discute. Là, ça se discute en tout cas. Donc, il nous a pendu quoi? Il a pendu ce qu'on appelle la réforme Macron. Cette réforme-là, donc tu peux le voir sur l'article RT, le gouvernement aurait envoyé la semaine dernière le projet de réforme des retraites au Conseil d'État avant son passage à l'Assemblée. Oui, pour être conseillé, pour que le texte soit écrit, qu'il soit carré. Ensuite, il passera en commission, dans les différentes commissions, la nuit de l'Assemblée, enfin la bonne commission, et ensuite les députés commenceront à examiner le projet, il y aura des amendements, il y aura des votes, etc., etc., et ensuite ça ira au Sénat, et ensuite ça sera adopté, donc procédure, hein, à moins qu'il y ait une procédure de navette, je te la fais rapide, entre les deux assemblées, en général là c'est l'Assemblée qui a le dernier mot sur le Sénat, et promulgué, journal officiel, et le régime s'installe. Enfin non, il ne s'installe pas, tu vas voir, là encore une fois c'est marrant. La réforme, c'est simple, c'est installer un système de retraite universel, un système à points, et revaloriser les petites retraites en contrepartie. Il lâche toujours quelque chose. Il n'est pas encore voté. Pour l'instant, il y a des grèves, il y a une opposition, mais il doit passer. La question, c'est à savoir est-ce qu'il va être totalement dénaturé ou pas. Déjà que le projet de base était un petit peu... c'est un projet qui ne s'installe pas avant 2037, en fait. Donc pour faire des économies en 2025, je ne comprends pas trop. Le projet Macron, c'est simple, c'est une refonte totale des systèmes, donc un régime universel. Mais déjà, on prévoit des dérogations, donc des régimes spéciaux, donc pourquoi t'enlèves les précédents? Enfin, bon, les dérogations, c'est pour la police, pour les militaires, les emplois où il y a une vraie pénibilité. Faut arrêter de me faire croire que conducteur de tramway, c'est pénible. C'est pas plus... je préfère être conducteur de tramway, honnêtement, que caissière.
pourtant la caissière, est-ce qu'elle a un régime parce qu'au niveau pénibilité, voilà, ou vigile. Là, à 65 ans, tu les sens, tes 65 ans vigile ou caissière. Caissière à 53 ans, tu sens que c'est pénible. Même à 20 ans, c'est pénible. C'est pour ça que les régimes spéciaux me font rigoler. Pour moi, c'est une caste de gauche qui protège ces régimes. Mais elle a raison, quelque part, parce que elle te dit, écoutez, vous voulez nous prendre à nous qui avons peu, vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Et ils ont raison là-dessus, alors qu'il y a plein d'argent en France et qu'on fait des cadeaux financiers, qu'on fait des cadeaux ailleurs. Et c'est toujours l'armée ou la sécurité sociale où on vient prendre de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas d'autres taxes? Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas d'autres trucs? La taxe numérique qu'on veut installer, il y a des grosses boîtes qui ne payent pas 0% d'impôts. Alors avant de venir prendre les quelques avantages pour lesquels on s'est battu, pourquoi vous n'allez pas prendre là où il y a le plus d'argent? Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire que là tout le monde a raison et tout le monde a tort. On veut refondre le système de retraite pour économiser, parce que c'est un système déficitaire. En tout cas, les régimes spéciaux sont déficitaires. Et il y a certains secteurs qui le sont. Mais pourquoi est-ce que tu vas gratter là où il y a un petit peu à prendre, alors que tu grattes pas ailleurs où il y a des milliards? Pourquoi est-ce que le budget les OPEX françaises à coup de milliards, on est ailleurs? Là, par contre, on touche pas. Alors qu'il y aurait de quoi faire dans l'armée. Dans le secteur de la finance, il n'y a quasiment aucune taxe. Enfin, je veux dire, il y a d'autres choses à faire. On n'attaque jamais le financier, là où il y a des milliards de milliards qui passent chaque seconde. Et on va aller emmerder des gens qui finalement, bon oui, ils vont partir à la retraite à 55 ans, à 58 ans. Ils vont avoir une retraite de 2000 euros, mais bon. On vole des moins pauvres pour donner à d'autres pauvres. Voilà pourquoi les arguments des deux côtés sont intéressants. Et de l'autre côté, on dit, écoutez, il n'y a plus assez d'actifs qui cotisent, il faut quand même qu'on trouve un système. Vous êtes 3 retraités, un qui regarde, un qui paye, excusez-moi. Il faut qu'on trouve un système qui soit beaucoup plus viable, et puis vous vieillissez beaucoup mieux, vous avez un niveau de vie meilleur, il y a moins de pénibilité au travail. Pourquoi est-ce que vous voulez garder des régimes archaïques qui sont juste une rente, qui sont juste un avantage? À vous de vous faire une idée, hein. Donc on veut, avec ce régime, cette réforme Macron, ce régime de retraite qui est une refonte, hein, je le dis, c'est important, on s'aperçoit donc que le système est inadapté, il est trop dépendant de la croissance. S'il n'y a pas de croissance économique, ben, le système s'effondre. Il faut absolument qu'il y ait plus. Vieillissement, tension aussi. Donc on veut l'uniformiser, on veut uniformiser les modalités de cotisation et de prestation. Un seul système qui applique les mêmes règles à l'ensemble des cotisants et des bénéficiaires, et on ferme les régimes spéciaux. Un système à points, c'est différent du système d'annuité. Le système à points, c'est qu'à chaque fois que tu cotises, par exemple 10 euros, tu as un point. C'est pas pareil que les annuités. Ce qui veut dire que tu peux cotiser sur une même durée avec un meilleur salaire, tu auras plus de points. Tu peux jouer sur le temps. Et c'est un système qui fait peur aux grévistes et à tout le monde, puisque vu la gueule des salaires qui n'augmentent pas et qui sont très faibles, finalement un système à points où c'est ce que tu cotises qui compte plus que la durée de cotisation, c'est-à-dire l'annuité, c'est inégalitaire, parce que les pauvres cotiseront toujours moins et auront moins de points à durée égale, à pénibilité égale qu'un quelqu'un qui gagne beaucoup plus. Ça va créer une autre inégalité. Alors qu'avec l'annuité, tout le monde a la même annuité. Le rapport veut assouplir les conditions de départ en installant un âge minimum de 62 ans pour tous. Il y a plus de 55 ans, j'ai conduit 3 bus de la RATP et un RER, je me casse. Non, c'est âge minimum 62 ans pour tous. Et départ à taux plein, repoussé à 64 ans, c'est le taux pivot. Et il faut 60 ans de... Non, ça je te dis des bêtises. L'âge peut être baissé à 60 ans si la carrière est longue. Voilà, c'est 60 ans. 62 ans, tu peux partir, sauf si tu as une carrière longue. Là, tu peux partir à 60 ans, mais pour toucher ton taux plein, c'est 64 ans. Des mesures techniques seront prises aussi pour faire certaines corrections. On va installer une caisse nationale unique. Et c'est le 5e point du plan, on va l'appliquer de manière progressive et non rétroactive. Ça, c'est ça qui tue tout, parce que ce plan-là est fait pour réformer, pour que très vite, et c'est eux qui l'annoncent, pour que 2025, on devienne non plus déficitaire, mais excédentaire. En tout cas, que le régime de retraite soit excédentaire, après le régime maladie. Et le problème, c'est cette application progressive. Donc depuis début décembre, depuis le 5 décembre, on a des grèves, des mouvements massifs, des interruptions
de trafic à la RATP, à la SNCF, des coupures d'électricité, des manifestations. Édouard Philippe, le Premier ministre, est intervenu le 11 décembre pour essayer de mettre un peu d'eau dans le vin et faire certaines concessions, mais ça ne suffit pas. Il a confirmé certains points, mais il a précisé que les petites retraites seront revalorisées. Il a promis une pension d'au moins 1000 euros minimum pour une carrière au SMIC. Ça reste toujours pas beaucoup, 1000 euros, mais bon. Il a promis la sanctuarisation de la pension des enseignants, des majorations, mais l'âge pivot et l'âge de départ à la retraite restent le même. Il n'a pas lâché là-dessus. Ni sur la volonté de passer de 42 régimes de retraite à un seul, afin de le rendre plus lisible. Et de revenir donc, c'est lui qui l'annonce le 11 décembre, de revenir à un retour positif des comptes, enfin de revenir à des comptes positifs pour 2025. La part de dépenses des retraites sur le PIB jusqu'à 2030, elle est de 13,8, quasiment 14%. C'est un gros poste chaque année, les retraites. Ça fait partie des dettes publiques, c'est de la dette privée de l'État, pardon. C'est un haut poste. Le problème, c'est que, c'est ça que je trouve stupide, moi. Est-ce que, tant qu'à passer en force, est-ce qu'il vaut... Là, si tu veux, il va passer une retraite qui va être dénigrée, qui va même pas avoir tous les effets qu'elle voulait avoir. Parce que, je t'explique, la retraite, elle touchera que les gens qui partent en retraite à partir de 2037. Donc je vois pas trop les économies qu'on va faire en 2025. Là, j'ai pas bien compris. Il y aura des dérogations pour certains métiers dangereux, ça, à la limite, je peux comprendre. Il y aura une revalorisation de certains salaires, infirmiers, enseignants, parce qu'eux n'ont pas eu de prime. Donc pour leur point, tu vois, l'intérêt de revaloriser ton salaire, c'est que ta cotisation augmente. Donc la somme donnée en valeur absolue, elle augmente. Si on te donnait 10% de 1000 euros, maintenant tu touches 2000 euros, tu auras 10% de 2000 euros, donc tu auras multiplié par 2 ta cotisation, tu auras 2 fois plus de points pour une même durée de temps. Mais pourquoi ne pas appliquer directement ? Là, voilà, là, tu vas proposer une retraite qui ne va pas donner de ses effets, qui va être décriée. Comme d'habitude, tu vas faire des concessions et à la fin, c'est comme si tu n'avais rien fait tout en défaisant. Pourquoi ne pas appliquer une retraite dès maintenant? Tous les départs en retraite, c'est ça. Pourquoi ne pas l'appliquer de manière rétroactive? C'est une rétroactivité, mais c'est possible en matière civile. C'est pas du pénal, la rétroactivité. Les lois rétroactives sont interdites en matière pénale, mais en matière civile, non. C'est ça qu'il aurait fallu. Mais en contrepartie, améliorer les salaires, en contrepartie, améliorer tout un tas de choses. C'est parce que là, il y a une phase de transition qui est trop longue, quoi. Je veux dire, la réforme, elle va s'appliquer qu'à partir des gens nés en 75. Et encore, par exemple, ceux qui seront en retraite en 2037, t'en as certains qui bénéficieront de certains avantages encore de l'ancien système, etc. C'est une usine à gaz, son truc. En fait, la première génération qui cotisera véritablement avec le régime universel, ce sera celle qui rentrera dans le marché du travail en 2022. C'est ceux qui sont nés en 2004. T'imagines un petit peu? Et c'est en cela que je ne comprends pas bien. Voilà, jusqu'en 2037, les personnes attachées aux régimes spéciaux pourront prendre leur retraite de manière anticipée selon les règles spéciales. La transition vers le régime universel, elle ne se fera pas avant 2065-2070. Là, le régime universel, il s'installera, il n'y aura plus de régimes spéciaux, il n'y aura plus de gens qui bénéficieront des anciens régimes, etc. etc. Donc, quel est l'intérêt de faire une réforme qui finalement ne réforme pas tant que ça et n'apportera ses effets positifs que dans 50 ans, dans 40 ans, dans 30 ans? Pourquoi tout ce barouf pour rien? C'est ça que je comprends pas. Tant qu'à faire passer une réforme. Donc oui, ils ont raison les gens de manifester, mais ils n'ont pas raison en même temps. Ils ont raison et ils n'ont pas raison. Le problème, c'est pas le problème de la retraite, c'est un problème de redistribution sociale. On l'avait avec le capitalisme, avec les vidéos sur le capitalisme. Le problème, il est là, c'est un problème de redistribution. Il y a des richesses, mais elles s'amassent quelque part. Alors, elles ne sont pas redistribuées comme avant. Si tu veux, c'est comme si tu as 6 litres de sang, tu as 4 litres de sang qui ne bougent pas d'une zone, et tu n'as que 2 litres qui circulent réellement. Et on continue à travailler sur ces 2 litres. Le problème, c'est un problème de salaire, c'est un problème de retraite, c'est un problème de redistribution. C'est pas un problème de donner de l'argent, il ne faut pas que donner de l'argent. Encore une fois, on parle de revenu universel. Moi, je veux bien un revenu universel.
Mais si tout le monde touche un revenu universel, inéluctablement, il y aura moins de gens qu'aujourd'hui qui iront travailler. Donc la société s'en ressentira. Parce que si tu as de l'argent pour acheter des choses, ces choses, il faut qu'elles soient fabriquées par des gens. C'est un système économique. Il faut des mineurs qui extraient du minerai, ce minerai qui est transporté, qui est travaillé, qui sert par exemple de boîte de conserve. À côté de ça, tu as une autre filière qui intervient, de l'agroalimentaire. Ces gens-là, quand tu vas mettre le revenu universel, il y a tout un tas de gens qui bosseront plus. Hein. Oui, il y a des gens qui bosseront, mais beaucoup moins qu'avant. Qui va faire tourner l'économie? Je veux dire, il faut trouver un moyen de faire redistribuer, mieux redistribuer la richesse créée et de faire participer les gens par différents circuits économiques. Ça peut être le salariat, mais il y a d'autres pistes aussi. Hein. Euh, euh, de faire bouger les gens. Il n'y aura plus de problème de retraite après. Puisque les gens, de toute façon, puisqu'il y aura de l'argent. Voilà, tu pourras mettre des grosses cotisations. Il est là le problème. Le problème, il est aujourd'hui. C'est des salaires honteux par rapport au niveau de vie. Moi, je le vois dans les pays européens, notamment en France, où le niveau de vie est élevé, mais le niveau des prix aussi. Tu fais plus rien. Avec 1500 euros, tu survis. Avec 1500 euros, tu payes tes factures. Et tu passes le mois, tu passes le temps. Donc cette réforme-là, non, c'est une réforme voilà, c'est une réforme et dans 3 siècles, elle commencera vraiment à s'appliquer, elle sert à rien. Autant faire une véritable réforme. Mais moi, je pense que le problème, c'est pas la réforme, c'est un problème global de répartition des richesses dans le système, dans les différents circuits économiques, qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent avec de moins en moins. Et par contre, il y a des richesses qui s'accumulent et qui deviennent des valeurs et qui disparaissent d'ailleurs, et qui s'accumulent à la bourse, qui s'accumulent à la finance et qui disparaissent. Richesses qui deviennent des valeurs, qui deviennent des bulles spéculatives. Voilà, est-ce que les bulles Internet, par exemple, où on a pu créer des milliards et des milliards en valeur, elles ont créé quoi concrètement, ces bulles Internet de start-up en 2001? C'était 3 types qui avaient une idée, qui montaient une start-up et on leur proposait 25 milliards parce que le gars il t'avait trouvé un logiciel pour, je sais pas, retrouver son stylo chez lui. Si, c'était ça. Je te jure que c'était ça les trucs, les idées. Mais au final, dehors, ça a créé quoi? Réindustrialiser la France, ça crée des choses. Une usine, c'est 3000 personnes. Voilà, une usine, c'est 1000 personnes. Plus 500 personnes qui travaillent autour. Plus 10 000 personnes, à savoir la famille et tous ceux qui vivent grâce à ça. Voilà, ça c'est quelque chose. Le problème, c'est pas les retraites. Les retraites, c'est l'un des problèmes qui est né du véritable problème, qui est la répartition, la redistribution des richesses. Comment se fait-il que, et c'est ça qui est terrible, que dans des pays riches d'une véritable richesse, où l'argent est là, la richesse se sent dans les rues. Je veux dire, balade-toi en France, dans des villes françaises, balade-toi dans d'autres villes, tu vas voir la richesse. Hein. Tu la vois peut-être plus parce que tu es dedans. Mais je veux dire, voilà, tu as des villes propres, des villes pavées, des magasins, des trucs. Voilà, tu vois la richesse autour de toi, même si tu n'as pas un rond. Et il est là le problème. Comment est-ce qu'on arrive à créer comment est-ce qu'on arrive à créer des pauvres avec de la richesse? C'est comme si tu étais dans le Sahara et que tu n'avais plus de sable. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est le capitalisme ultra-financier. Ça rejoint ma vidéo précédente, qui fait que, voilà, tout à la bourse, c'est l'école de Chicago, c'est Milton Friedman, c'est laissons faire le marché. En fait, c'est un retour au capitalisme du 19e siècle. C'est laissons faire l'entrepreneuriat, ne créons pas d'impôts, n'emmerdons pas les gens qui entreprennent, les autres en tort, mais les autres sont la majorité. Et c'est pas parce que tu réussis pas dans la vie que tu es un raté ou que tu l'as voulu, que tu es un loser, c'est de la merde, cette mentalité. C'est l'école Chicago, en France c'est Balladur, c'est Sarkozy, c'est Madelin, c'est ces gens qui n'ont jamais travaillé, qui ont toujours été fonctionnaires, qui ont toujours été payés par l'État français, c'est ou des gens qui ont travaillé dans des banques qui viennent te donner des leçons de morale et te parler d'entrepreneuriat. Alors que toi tu es un petit commerçant, tu es un boulanger, tu es un artisan, et toute la journée tu te défonces pour payer tes factures et pour essayer de t'en sortir. Et tu payes tout ce qui est possible de payer. Ce sont ces gens-là qui viennent te parler de l'école Chicago, alors qu'eux n'ont jamais monté. Sarkozy n'a jamais monté une boîte, je veux dire, n'a jamais vendu une glace. Madeleine non plus. Ça, c'est comme Christophe Barbier, le type qui a des titres de presse qui sont déficitaires, tout ce qu'il touche, il le transforme en daube. Il ne sait pas gérer, il vient te donner des leçons de capitalisme et nous expliquer qu'on est trop bien payé. Alors que ce type-là, lui, est un parasite, un courtisan. Donc oui, il faut réformer la retraite, mais si c'est pour une demi-réforme qui n'est pas encore passée et qui ne s'appliquera pas avant ma mort, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Tout a été fait pour la saboter, de toute façon, dès le départ. Déjà, tu prends Delevoye. Comment se fait-il
qu'avec les services de l'État que tu as, tu ne saches pas, enfin tu le savais, comment se fait-il que tu laisses passer Jean-Pierre Delevoye? C'est quoi le deal? Pourquoi tu as fait ça? C'était un deal avec la droite, c'était quoi? Puisqu'à un moment donné, tu savais que la presse allait révéler toutes ces casseroles et que ça allait déjà plomber ta réforme d'entrée de jeu. On a retenu que ça, il y a encore un mois, on parlait que de ça. Ça a enlevé toute crédibilité à ta réforme, donc ça t'a enlevé toute crédibilité. Tu savais en plus que les syndicats allaient monter au créneau, et ce que j'appelle... Là, les conservateurs, ils sont à gauche. Ceux qui veulent conserver le système actuel, ils sont à gauche. Le conservatisme de gauche existe. C'est bien, c'est pas bien. Eux te disent, il y a de l'argent partout et ils viennent nous prendre à nous. Oui, on a des régimes spéciaux, mais pourquoi tu viens nous emmerder nous alors que les déficits ne sont pas énormes par rapport à ce qui se passe ailleurs? Et c'est pas faux non plus. Donc tu prends Delevoye, tu sais que tu vas te heurter à une forte mobilisation, hein, parce que là tu touches le porte-monnaie des gens, là ils aiment pas. Et tu mets une demi-réforme que déjà tu commences bon, le texte serait rédigé à 95% d'après l'article, et encore il y a un gros point d'interrogation. Mais tu vas faire des concessions, quel est l'intérêt? Il aurait mieux valu imposer une réforme et travailler sur d'autres réformes en même temps, mais des réformes qui revalorisent le salaire, qui permettent une redistribution de l'argent, arrêter de prévoir un revenu universel. Les gens veulent travailler. Dans le travail, c'est pas que de l'argent. C'est une structuration personnelle. Tu te lèves, tu vois des gens, tu t'imposes des trucs. Voilà, tout le monde l'a vu lorsqu'il travaillait pas ou lorsqu'il travaillait là où il était le mieux, même dans sa tête. Tu es vivant. Les gens veulent aussi travailler, veulent l'argent, veulent être bien payés, veulent être considérés, veulent faire quelque chose qui leur plaise, qui puissent le faire en tout cas, veulent la méritocratie. C'est ça les chantiers sur lesquels on doit travailler. La méritocratie, si tu as fait des études, tu t'es donné à fond et il n'y a pas l'égalité des chances, qui fait que toi par exemple, tu ne seras jamais pris dans certains boulots, même si tu les maîtrises, et d'autres seront pris. C'est sur ça qu'il faut travailler. Sur les salaires. C'est honteux les salaires qu'on touche en France, hein. Beaucoup de gens, alors le salaire médian est de 1750 euros, ça veut dire que 50% des gens touchent moins. Mais enfin bon, les salaires médians, les salaires moyens, les salaires... moi je vois beaucoup de gens de toute façon qui, voilà, une fois que tu as tout payé, quand tu arrives à tout payer déjà, tu vis plus. Ah ouais, moi j'ai connu une époque où avec un salaire tu faisais vivre une famille de 5 personnes, avec vacances et un crédit, ou pour la maison, pour la voiture, et des vacances d'un mois chaque année. Bah, les années 70. Voilà, les années 70. Puis après, voilà, et là maintenant on voit des couples, ils travaillent tous les deux et ils payent des factures. Tu peux plus épargner, je veux dire. Donc c'est le. Quand on aborde le sujet de la retraite, on aborde tout un tas d'autres sujets annexes, sujets idéologiques. Voilà, on a des manifs monstres, 1,8 million de gens le 17 décembre. C'est monté crescendo et c'est pas fini là. Le texte va passer. Donc moi je suis impatient de voir. Alors l'article, voilà, la réforme des retraites est-elle déjà rédigée? Le texte sera en tout cas aux mains du Conseil d'État. Là je vois pas de problème parce que c'est lui qui rédige les textes. C'est le Conseil d'État. Tu as toujours un Conseil d'État, même si c'est un parlementaire qui initie le texte, c'est un Conseil d'État qui l'écrit. Alors on lit ensemble, hein, les points qui fâchent, hein, l'âge pivot. L'une des mesures les plus controversées de la réforme est l'introduction d'un âge pivot à 64 ans. Ce sera toujours moins que les 65 ans d'avant 81. C'est Mitterrand qui a ramené à 60 ans, il me semble. En dessous duquel il ne serait pas possible de partir à la retraite à taux plein, et dont Emmanuel Macron n'exclurait pas une amélioration. C'est l'un des points les plus importants de la retraite, et l'autre il te parle déjà de oui, on va négocier. Ouais, autant ne pas la passer la retraite. Je te donne mon avis, hein. Voilà, je te donne mon avis, hein. Peut-être que tu es à la SNCF et que tu vas estimer que je ne sais pas de quoi je parle et que la pénibilité à la SNCF est beaucoup plus grande qu'on le pense, etc. Je te donne mon avis. On a en France un système qu'on devrait garder tel quel, c'est-à-dire un système de capitalisation. On devrait donner plus d'argent aux gens. Ben oui, c'est toujours pareil. On donne plus d'argent aux gens, ils pourront capitaliser de leur côté. On aimerait tous avoir de l'assurance vie ou des obligations ou quelque chose. Voilà, mais les gens ne peuvent plus épargner. Il est là le problème. Et l'épargne que tu as, elle est drainée par les banques maintenant. Elle est drainée par les banques pour aller à la bourse. C'est 75% des Français attendraient une modification ou un retrait du projet. Ouais, mais bon.
Ils ont un avis. Ça veut rien dire les 75%. Voilà, ça c'est encore les sondages. Un sondage prenant 50 personnes dans la rue et ils trouvent que 75% de ces 50 personnes-là sont contre. Ça veut rien dire du tout, ça. Et faites attention aux sondages. Hein, ils veulent soit que le gouvernement abandonne son idée d'âge pivot de 64 ans. En tout cas, la réforme ne rencontre pas un franc succès au sein de la population, parce que je pense que la population, voilà, à travers la réforme, on s'est aperçu en fait, lorsque tu lis tous les sondages, que ceux qui ne sont pas concernés, ce sont ceux qui sont favorables à cette réforme. C'est rigolo. Ceux qui sont concernés ont peur de cette réforme, parce que dans leur tête, cette réforme-là, c'est moins de retraite à la fin. Voilà, un truc mathématique. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux puisqu'on cherche à économiser. Donc forcément, on va retirer ce qui était donné avant, on va en retirer une partie. Mais voilà, le problème, c'est pas la retraite, c'est le salaire. C'est l'actuel. Si les gens vivent mieux, ils ont une meilleure retraite, ils peuvent capitaliser, ils peuvent épargner, les caisses de l'État seront pleines, ils se sentiront beaucoup mieux, ils tomberont moins malades aussi, hein, parce que la misère apporte la maladie aussi, apporte tout un tas de dépenses qui... Voilà, on parle de grands volumes là. Hein. Écoute, si tu as des gens qui retrouvent du boulot, il y a moins de dépressifs. C'est mathématique. Là, on parle de millions de gens. C'est des mouvements mathématiques. Donc, moins de dépressifs, moins d'ordonnances, moins de sécurité sociale, t'économises ailleurs. En fait, la question d'augmenter les salaires et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition des richesses en France et moins d'assistanat. Il y a un système social qui est bien, mais l'assistanat, non, il faut que les gens vivent. Mais voilà, tu peux pas prévoir un revenu universel ou un RMI et c'est pas apporter ou un RSA, pardon, et ne pas prévoir de solution. L'objectif des jeunes, c'est pas de toucher le RSA, c'est de faire sa vie. Donc le problème de la retraite, le problème de l'assistanat, les problèmes économiques, beaucoup de problèmes sociaux, l'essentiel d'ailleurs, beaucoup de problèmes psychologiques, cette morosité, cette agressivité en France vient d'un seul truc, le salaire. Les gens étaient beaucoup plus heureux pendant les 30 glorieuses. Voilà, le salaire, pas de problème de retraite, pas de problème de ci, pas de problème de ça. Tu verras tout un tas de choses se désenfler, tu verras tout un tas de budgets sociaux se dégréver. Un mec qui touche un salaire, il touche pas de RSA, il touche moins de CAF, il touche moins du gâteau de la solidarité nationale. Par contre, lui, il peut reverser, participer à cette solidarité nationale, il peut consommer, il peut faire tout un tas de choses. Et ce problème des salaires, tu ne peux pas l'aborder en disant il faut que, il y a que, il y a que. On vit dans un système interconnecté qu'est la mondialisation. Ça, c'est comme les gens qui me disent bah, il n'y a qu'à taxer la bourse. Non, c'est compliqué. Si tu taxes les capitaux en France, ils vont ailleurs. Si tu taxes les capitaux boursiers qui tournent en bourse en France, ben, ils vont dans d'autres bourses. Le piège est plus vicieux que ça. Avec la mondialisation, tu ne peux plus avoir de politique régalienne chez toi. Si tu veux faire une politique keynésienne et donner plus d'argent aux gens, s'ils achètent à l'étranger, c'est pas ton économie qui en profite. Quand Mitterrand est arrivé à relever les salaires en 81-82, les gens ont acheté japonais. C'est Toshiba qui s'est frotté les mains, c'est Seiko, c'est Sony. C'est Toyota. Bah, pourquoi? Parce qu'on n'était plus à l'époque de chaque pays avait sa frontière et l'étranger démarrait juste derrière la frontière. Là, on était à l'ère de l'Europe, à l'ère de la mondialisation, et donc les gens pouvaient acheter ailleurs, et tu n'es qu'une cellule connectée à d'autres. Donc le problème c'est le salaire, mais c'est pas yaka, il faut installer des taxes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut réussir à rester attractif dans ce système économique, il faut réussir à rester attractif, pardon, tout en taxant. Mais comment tu fais si tu fais pas ta monnaie, si c'est pas toi qui décides de ta monnaie, qui n'est plus ta monnaie, si c'est pas toi qui décides des taux d'intérêt, si tu dois te financer comme tout le monde sur les marchés privés, si la bourse est devenue le véritable pouvoir, et s'il n'y a plus de frontières, comment tu fais? Ah oui, on vit beaucoup mieux maintenant. On regarde des séries Netflix américaines, mais la moindre crise au fin fond des USA, on se la prend dans les dents. C'est ça la mondialisation. L'essentiel du monde n'a pas de retraite. Et quand il y a des retraites, c'est comme on voit aux USA, c'est toi qui capitalises ta retraite. C'est toi qui mets de l'argent de côté dans un truc pour te faire une retraite. Tu le vois dans les films américains. C'est ça la majorité, c'est même plus notre système. Notre système n'est plus, n'est plus représentatif de la majorité des systèmes de retraite existants. Encore une fois, quel que soit le bout par lequel tu prends l'économie et la retraite, le système des retraites et cette réforme en fait partie, tu t'aperçois que finalement, voilà, il y a tout un tas de choses à faire, mais on ne sait pas comment les faire. Parce que si tu interviens, c'est de la quantique. Hein. Eh ben oui, si tu mets des taxes pour ratisser de l'argent, si tu mets une taxe comme la taxe Tobin par exemple, hein,
qu'on n'a pas installé finalement. Si tu mets une taxe sur la spéculation, tu te dis je vais taxer la spéculation en bourse, à chaque fois que les gens revendront dans un laps de temps, on leur prendra plus que s'ils gardaient leur titre, par exemple. Eh ben, tu vas fuir les capitaux. Comme en quantique, l'observateur fait l'observation et intervient et crée la décohérence. Tu n'observeras pas la réalité, tu observeras une réalité que tu as provoquée. Et là, c'est que tes capitaux partiront dans d'autres bourses. Et les gens n'investiront plus en France. Et la France est déclassée. Et les marchés financiers te prêteront non plus à 1 ou 2%, ou à 0,5%, mais à 5-6% comme la Grèce, comme un vulgaire pays arabe. Résultat, ta dette, elle explose. Et tes intérêts de la dette explosent. Et ton budget annuel sert quasiment à payer la dette. Et résultat, le travailleur français, il travaillera pour payer des taux d'intérêt. Tu vois, comme tout est connecté, tout est interconnecté. La réalité, c'est que tant qu'on ne se débarrassera pas du système financier actuel, spéculatif, boursier, créateur de valeur, on ne pourra rien faire. Tant qu'on ne se débarrassera pas de ce système et tant qu'on ne récupérera pas les pouvoirs régaliens, économiques, militaires, tout est lié, on ne pourra rien faire. Même pour les retraites, on ne pourra rien faire. Ou alors si on paupérisera les gens, ce sera une Europe riche, l'Europe du 19e, avec des gros rupins, hein, comme tu vois dans les films, et beaucoup de misérables en bas dans les rues. C'est l'Angleterre du 19e. Ah ouais, elle était en tête en matière de capitalisme. Mais il fallait voir les Russes, c'était Dickens. C'était Oliver Twist. Et les mecs, ils n'avaient pas de chicot, ils étaient tous rouquins, ils marchaient en queue leu, ils essayaient de trouver un bout de pain. C'est Peaky Blinders des années 30. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je pense t'avoir tout dit, hein, plus ou moins. Donc voilà, système de retraite français qui perdure depuis 1945. Système qui a démarré dans le privé en 1930, qui a démarré avec Colbert pour le public et qui s'est installé progressivement. On a vu arriver des régimes spéciaux tout d'abord, et puis ensuite, voilà, l'ordonnance de 45 du 19 octobre 45 institutionnalise un véritable système social français, système d'assurance maladie, système d'assurance vieillesse, une retraite de base qui ne s'occupe que, dont la caisse ne s'occupe que de la retraite de base, une retraite complémentaire avec d'autres caisses, Agirc, plus Arco situé cadre. À l'intérieur de la retraite de base, tu as des retraites de base qui sont dites, elles, spéciales, régimes spéciaux, et qui, elles, gèrent le complémentaire et le base en même temps. Et en troisième lieu, si tu veux, tu as l'assurance vie, tu as tous les produits financiers qu'on a vu se développer dans les années 80, qui te proposent à titre individuel, tu mets tant d'argent et puis tu auras tant d'argent. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, je vais poser quelques vidéos et puis je ferai un question-réponse. Je vous remercie sur Patreon. Hein, il y a un mouvement hein, chaque mois de gens, parce qu'en fait, je crois qu'il faut se réabonner. Donc il y a un mouvement chaque mois qui fait que tu passes de 25 personnes à 18, puis ça remonte, etc. J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas. Voilà, donc là, on m'avait demandé une vidéo à la demande sur les retraites. Je te donne mon avis. Je t'ai fait une petite étude. J'ai essayé de te parler un petit peu, de caser le sujet et de le replacer par rapport à l'actualité, à l'actualité économique ici. N'hésitez pas donc à proposer des sujets, hein. On m'a parlé de l'Australie, pourquoi pas. Je pense que je ferai aussi des sujets militaires. Je pense que je vais faire un sujet sur les armées, hein. L'armée iranienne, l'armée française, l'armée algérienne, etc. Puisque là, on s'attend à ce qu'il se passe des choses sur un plan militaire, en tout cas sur un plan international et militaire, on attend une représailles iranienne. Et puis merci pour votre soutien et puis pour votre suivi sur Patreon. Donc cette vidéo-là va être illustrée. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, merci. Et puis passez une bonne journée.